Dans la troisième partie, Canguilhem aborde l'idée de l'évolution et du rôle du milieu dans cette évolution en reprenant la controverse entre Lamarck et Darwin. Donc je vais résumer cette controverse sur les différences qu'il y a entre Lamarck et Darwin, mais aussi les différences qu'il y a entre ces personnages historiques et la façon dont on se représente aujourd'hui l'évolution du point de vue biologique. Ça ne correspond pas évidemment à ce que Canguilhem en présentait dans les années 50. Jean-Baptiste Lamarck est un scientifique français qui est à la fois adoré et détesté. On l'adore parce que il est français, que c'est le premier à avoir pensé cette idée d'évolution des organismes. Et donc on lui est très reconnaissant de l'avoir pensé. Mais on lui reproche beaucoup de l'avoir mal pensé, c'est-à-dire que les mécanismes qu'il a proposés ne soient pas du tout adaptés. En particulier, le moteur de l'évolution, selon lui, c'était l'usage et le besoin. Et ce qui est intéressant en didactique des sciences, c'est qu'en fait, spontanément, les étudiants ont des conceptions lamarckiennes de l'évolution et ils font un long travail pour qu'ils arrêtent de penser par usage et besoin et qu'ils rentrent dans les mécanismes de l'évolution tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont beaucoup plus neutres, beaucoup plus loin de la représentation anthropomorphique de l'adaptation. Donc là, il y aurait beaucoup à dire. Canguilhem a beaucoup glosé sur l'analogie avec la machine, mais je pense qu'il y aurait beaucoup à réfléchir aussi sur la façon dont nous représentation l'adaptation, l'homme fait des efforts pour s'adapter à son milieu en changeant son comportement, et nous avons tendance à plaquer cela sur l'évolution. Et c'est exactement ce qu'a fait Lamarck. Donc, il a proposé que ce soit l'usage qui soit responsable des changements évolutifs, et en particulier l'exemple très connu et qui souvent est un petit peu caricaturé, il disait que les girafes faisaient un effort pour étirer leur cou et qu'à la longue elles avaient acquis des coups de plus en plus longs. Donc c'est l'usage et c'est le besoin pour s'adapter à leur milieu dans lequel les branches étaient de plus en plus hautes. Donc on sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout par ce procédé. Dans ses idées importantes, il insistait beaucoup sur la complexification croissante des êtres vivants à partir de leur apparition, en insistant sur le fait que c'est une propriété exclusive du monde vivant, et c'est pour ça que Canguilhem le qualifie de vitaliste. Alors cette idée est complètement fausse. Les êtres humains ont toujours projeté que l'évolution serait une complexification croissante, aboutissant à un organisme supérieurement complexe, en particulier par son cerveau, et devinez qui c'est? Évidemment, c'est celui qui raconte l'histoire de l'évolution, c'est l'humain. Et c'est pour ça que je vous avais parlé dans une autre vidéo de l'importance d'avoir des systèmes, des procédures de classification dans lesquelles l'être humain ne peut pas mettre son opinion et en particulier ne peut pas décider à l'avance qu'il sera au sommet de l'évolution, et où il ne peut pas décider à l'avance, comme l'a fait Lamarck, que la complexification sera un critère important. Et si on ne fait pas ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de complexification croissante des êtres vivants. À l'intérieur d'une branche, il peut y avoir des mutations qui font des développements embryonnaires plus complexes, hein, c'est très marqué chez les vertébrés, mais il y a aussi au sein de ce même groupe des évolutions qu'on appelle évolutions régressives, où il y a des pertes de structures qui existaient chez l'ancêtre commun, et c'est très marquant chez toutes les espèces parasites. Elles perdent, elles se simplifient. Souvent, les espèces parasites deviennent limitées à un système de reproduction et ce qui leur permet d'identifier leur hôte et ou de s'y accrocher, à tel point qu'il devient difficile de classer les parasites, tellement ils se sont simplifiés qu'ils ont perdu des caractères propres à leur groupe. Parfois, on est obligé d'en passer par les gènes pour arriver à les replacer correctement dans leur groupe. Donc il n'y a pas du tout de complexification croissante. Et puis la deuxième idée de Lamarck qui s'est avérée complètement fausse, c'est qu'il est encore sur l'idée de la génération spontanée. Des organismes simples apparaissent spontanément et puis ils vont se complexifier, chacun va donner un groupe. Et donc pour lui, il n'y a pas de généalogie entre les différents groupes d'êtres vivants, ce sont des évolutions en parallèle. On verra que Darwin a eu l'intuition que ce n'était pas du tout le cas.
Pour lui, cette complexification, c'est un processus interne. Donc là, ce qu'on revoit, on revoit pourquoi Canguilhem le qualifie de vitaliste, c'est quelque chose de propre, qui serait propre aux vivants, mais qu'il n'explique absolument jamais, si ce n'est que ça leur permet de mieux satisfaire leurs besoins, phénomène qu'il n'explique aussi jamais. Donc pour lui, c'est le besoin de s'adapter à son milieu qui est le moteur de l'évolution. Et en fait, on voit là que c'est une projection immédiate de la façon dont l'être humain s'adapte à son environnement. C'est vraiment extrêmement anthropomorphique. Mais ne dévalorisons pas Lamarck, il a ce mérite d'être le premier à avoir pensé l'évolution des êtres vivants. Et en fait, il est longtemps resté parmi les seuls biologistes à l'avoir pensé, parce que les autres personnes qui ont pensé l'évolution étaient tous des biologistes et géologues, ce qui leur a permis de penser le changement en étant confrontés aux fossiles. Et Jean-Baptiste Lamarck, sans les fossiles, a eu cette idée de l'évolution, et donc c'était effectivement un grand penseur. Mais sa théorie s'est avérée être fausse. Que pouvons-nous garder de Lamarck? Parce que très souvent, en histoire des sciences, on a une première théorie, on dit elle est complètement fausse, on la jette à la poubelle, on en refait une autre. Donc là, typiquement, le lamarckisme, on l'a jeté, on a dit bah, ça c'est complètement, c'est n'importe quoi, on va faire du darwinisme de façon un petit peu plus moderne. Et puis récemment, en fait, on a ramené quelque chose dans les mécanismes de l'évolution avec lequel, je pense, Lamarck aurait été tout à fait satisfait. Donc c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est assez célèbre, donc vous en avez probablement entendu parler. Donc pour que l'évolution fonctionne sur l'hérédité. Qu'est-ce qui est héritable d'une génération à l'autre? Si ce n'est pas héritable, bien sûr, ça ne va pas faire partie de l'évolution. Donc il faut distinguer ce qui est héréditaire. Ce qui est héréditaire, ce sont, parmi tous les traits héritables, ceux qui sont portés par la génétique, c'est-à-dire la succession des bases dans l'ADN vont faire des traits héréditaires qui vont se transmettre par la génétique. Et évidemment, la théorie darwinienne ou néo-darwinienne est portée par la génétique. Mais il y a aussi l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui est héritable, mais qui ne passe pas par le génome. Donc ça peut être héritable et ne pas être héréditaire. Alors dit comme ça a l'air compliqué, donc je vais prendre une image. Supposons que vous ayez dans votre famille le tableau de la grand-mère Hortense et que ça se transmet de génération en génération. Eh bien évidemment, ce tableau, il est tout à fait héritable puisqu'il se transmet de génération en génération. Pour autant, bien évidemment, ce tableau n'est pas dans vos gènes, donc il est héritable, mais il n'est pas héréditaire. Vous avez comme trait héréditaire peut-être d'avoir récupéré le nez de la grand-mère Hortense, mais vous avez son tableau, vous l'avez hérité d'une autre façon, ce n'est pas dans les gènes, ce n'est pas héréditaire. Donc on a découvert récemment qu'il peut y avoir des traits qui sont héritables, mais qui ne sont pas héréditaires, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la séquence des gènes, mais c'est dans les profils de méthylation des gènes. Alors on peut trouver ça un petit peu bizarre, pourquoi si on ne change pas la séquence, on change l'information, alors que c'est la séquence qui porte l'information? C'est qu'en fait la méthylation, c'est ce qui va compacter l'ADN, et un ADN complètement compacté ne s'exprime pas. Donc en fait, avoir une séquence avec une mutation qui rend le gène non fonctionnel, ou avoir une méthylation qui, par sa compaction, rend le gène non fonctionnel, et ben c'est exactement la même chose pour le phénotype. On a un gène, alors les biologistes vont dire « Oh, elle dit gène, il faudrait dire allèle », mais je parle aux non-biologistes, donc on va rester sur gène. Ça va être la même chose, par exemple, si on a une enzyme qui ne fonctionne pas, elle peut ne pas fonctionner parce qu'on est effectivement dans les choses qui sont héréditaires, elle a des mutations dans le site actif qui lui permet normalement de fonctionner, donc là elle ne fonctionne pas. Ou on peut avoir tout à fait autre chose, la zone de l'ADN qui code cette enzyme est tellement compactée que cette enzyme n'est pas du tout synthétisée. Le résultat sera exactement le même. Et puis bien sûr, il y a ce qui ne s'hérite pas. Donc dans la variation, on voit qu'il peut y avoir beaucoup de variations de phénotypes qui sont dues directement à l'environnement, mais qui ne s'héritent pas. Et c'est là-dessus qu'on a vraiment critiqué
Darwin, parce que Darwin pensait vraiment que tout ce qui était donc ce qu'on appelle de l'accommodation, du changement de phénotype en fonction du milieu s'héritait, alors que l'essentiel ne s'hérite pas. On a certes un changement du développement post-embryonnaire des végétaux ou des animaux qui se fait dans le milieu et qui permet leur adaptation à ce milieu sans pour autant se transmettre de génération en génération. Quelque chose qui est très connu, c'est la taille des plantes en montagne. Vous allez en montagne, vous récupérez des plantes, vous voyez qu'il y a des plantes très très naines, vous vérifiez bien sûr qu'elles ne sont pas protégées. Si elles ne sont pas protégées, vous pouvez récupérer des graines et vous allez les ressemer dans votre jardin en plaine. Eh bien, vous serez extrêmement surpris. Vous avez ramassé des graines de plantes qui étaient naines, velues, et vous allez récupérer en bas une plante absolument quelconque, qui n'est pas du tout naine, qui n'est pas du tout velue, parce qu'en fait, il s'agissait de l'accommodation, donc un changement d'expression des gènes, mais qui, elle, n'est pas héritable, hein, qui s'efface complètement de génération en génération. Donc, il faut faire attention. Donc, dans la variation, il y a une variation héréditaire, il y a une variation héritable non héréditaire, et puis il y a aussi ce qui ne va pas s'hériter. Et l'évolution ne peut agir que sur la portion qui est héritable. Et c'est là où Lamarck s'est trompé.